Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Nous voici dans le magnifique studio de Radio Courtoisie pour une nouvelle édition de ce libre journal Vive la civilisation européenne. Je suis évidemment accompagné de Gabrielle Fouquet. Gabrielle, vous êtes rayonnante ce soir. Comment allez-vous ? Bien, merci. Moins fatiguée qu'il y a un mois. Bon. Et Pierre Le Prince qui nous a concocté 2 petites pauses musicales. Vous êtes avec nous, Pierre. Comment ça va ? Très bien. Et comme à chaque fois, effectivement, 2 pastilles musicales pour nos auditeurs. Très bien. Raphaël Emma nous rejoindra tout à l'heure en visio. Raphaël, donc quand il fait pas, il allume pas des torches dans les champs le week-end, il se retrouve dans le studio de Radio Courtoisie à nos côtés. Ça nous fait bien plaisir. Et nous avons avec nous comme invité tout à fait spécial Laurent Oberton qui vient de publier donc aux éditions Magnus Debout et de sang. Il était récemment invité au colloque de l'Institut Iliade consacré aux libertés, un roman debout et de sang qui nous plonge au cœur de la guerre de 100 ans pour explorer finalement une mentalité oubliée, celle d'hommes et de femmes qui vivaient les pieds dans le réel, face à la mort, à la violence et au chaos, sans jamais s'effondrer. Alors évidemment, Laurent Oberton s'est mis à faire une sorte de comparaison des mentalités avec notre époque, et une époque justement qui dramatise tout, où on fuit l'épreuve, contrairement aux médiévaux qui cultivaient une sorte de résilience, un sens aigu de l'honneur et une liberté farouche, la liberté qui est une vertu très chère à notre invité Laurent Oberton. Ils se battaient, assumaient leur destin et pouvaient même, comme Jeanne d'Arc, renverser le cours de l'histoire grâce à une poignée d'esprit déterminés. Alors la question qu'on va se poser, on va en avoir plusieurs, c'est est-ce que cette mentalité qu'on pourrait qualifier d'indocile est aujourd'hui un recours, une forme de kit de survie dans une époque un petit peu délétère, un petit peu marquée par la faiblesse ambiante. C'est ce que nous allons voir avec Laurent Oberton. Laurent, merci d'être avec nous, vous nous entendez bien ? Très très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Alors vous étiez, je l'ai dit, au colloque de l'Institut Iliade, je crois que c'était votre première participation, ça vous a plu ? Absolument. Alors j'ai beaucoup aimé et je suis très content d'avoir pu répondre à votre appel parce que j'avais déjà été invité, mais à chaque fois ça tombait assez mal au niveau de date. Et cette fois-ci, ça s'est bien aligné, on va dire, avec mon agenda. Donc j'étais très content d'y être. Et c'est ce genre d'événement qui est, je trouve, excellent pour le moral des troupes parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir les pieds sur terre et à voir ce qu'on voit, et qu'il y a une belle jeunesse, il y a une jeunesse fière et déterminée dont le cœur bat dans ce pays. Et je trouve donc que c'était un événement qui était très... le genre d'événement qui donne, voilà, qui apporte une certaine motivation, qui donne du cœur à l'ouvrage. Les batteries sont rechargées pour l'année, effectivement, pour les 1500 participants du colloque de l'Iliade, 500 quasiment le soir pour le grand bal. Les agendas étaient alignés, mais pas simplement pour les dates, aussi pour les préoccupations, celle des libertés, qui était le thème de ce grand colloque de l'Institut Iliade, et c'est une thématique qui est au cœur de votre ouvrage et de votre réflexion par rapport au Léviathan qu'est l'État aujourd'hui, c'est un sujet qui revient beaucoup dans votre œuvre, à la fois dans vos romans, puisque Debout et de sang est un roman, comme dans vos essais, mais aussi cette capacité à prendre les choses en main de façon autonome, sans se laisser finalement dicter son agenda. Cette préoccupation pour la liberté ou les libertés, c'est quelque chose que vous avez toujours eu dans votre travail, ou c'est une thématique qui s'est peu à peu imposée au fur et à mesure des années ? Je pense que dès mes tout premiers écrits, il y a cette obsession de la marche de l'humanité vers la domestication. Et c'est au sens vraiment biologique du terme, c'est quelque chose que j'ai découvert chez Konrad Lorenz, qui est un penseur absolument lumineux de notre évolution biologique. Et cette marche qui semble un peu inéluctable à travers les siècles, il y a pas mal de façons de la mesurer, de la visualiser. Et on constate au fil de notre histoire à quel point
l'homme, jadis très fier de son indépendance, de son autonomie, de sa liberté, du danger qu'il pouvait incarner aussi, a petit à petit s'est habitué à déléguer, à se déléguer, à laisser administrer sa liberté, sa sécurité, l'éducation de ses enfants, sa façon de mourir, même aujourd'hui. Et quelque part, il a petit à petit renoncé à mener la vie comme un animal libre et sauvage pouvait le faire en quelque sorte. Et il est devenu cette créature qui est assez proche d'une créature d'élevage. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très préoccupant. Je pense on a atteint un stade de docilité qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire de nos ancêtres. Et quand on se rend compte de ce qu'ont vécu justement ces fameux ancêtres, de ce qu'ils ont traversé, on est frappé par cette évolution vertigineuse de la mentalité. Aujourd'hui, on va penser automatiquement quand on a un problème, quand on a un ennui, déjà on va le voir beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité. On va être dévoré par l'angoisse pour très peu de choses et on va s'en remettre à des forces extérieures, la plupart du temps l'État, vous l'avez dit, alors que nos ancêtres qui n'avaient pas ce luxe, ce confort de la procuration, faisaient face tout seuls et je pense qu'ils voyaient l'épreuve, c'était un appel pour eux, ils étaient appelés à faire face et donc à se grandir. Et on a vraiment perdu aussi cette façon de voir les choses. Tout seul, est-ce qu'on peut réellement dire ça? Je veux dire, l'individu, justement, dans le monde médiéval, est-ce qu'il a une réelle importance? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une sorte de disparition d'un certain nombre de corps intermédiaires, de contre-pouvoirs, dans une société qui fonctionne selon le système de la subsidiarité, c'est-à-dire qu'on se tourne vers l'échelon supérieur quand on n'est plus capable d'assumer en autonomie l'échelon qui est le sien, avec une société aujourd'hui où, au contraire, on se retrouve avec des individus justement isolés face à un État centralisateur tout-puissant, sans contre-pouvoir, sans corps intermédiaire, sans corporation, qui était d'ailleurs une des bases de l'économie au Moyen-Âge, qui a disparu au profit des grands trusts ou de la société managériale. Donc, est-ce que l'individu, finalement, est la clé et dans la compréhension du Moyen-Âge comme de la résistance possible à cette domestication, voire cette auto-domestication? L'individu seul, c'est vrai qu'il n'est pas, il a ses limites. La grande force du Léviathan, de l'État, est d'avoir réussi à absorber, à dissoudre tous les corps constitués qui pouvaient lui opposer un certain contrepoids. La noblesse, par exemple, qui était extrêmement puissante à l'époque de la guerre de 100 ans, ne pèse plus rien face à l'État, par exemple. Il a complètement été dévoré. Le clergé, c'est la même chose. Le peuple aussi. Enfin, l'État a réussi à absolument tout s'attribuer, absolument tout digérer. Et cette servitude est assez volontaire. L'individu, justement, aujourd'hui, il ne veut pas entendre parler d'héroïsme. C'est pas du tout le Don Quichotte moderne. Il remet ses armes à la préfecture. Enfin, il n'a pas du tout dans l'idée de ne pas participer. Il est tout à fait volontaire pour se faire dépouiller finalement de tout, de sa propre vie. Et il se fait beaucoup, beaucoup plus dépouiller qu'au Moyen-Âge. On parle souvent des impôts au Moyen-Âge, la population étranglée, etc. Mais c'était beaucoup plus difficile d'imposer des impôts, d'imposer la population sans qu'il n'y ait de réaction. Les impôts étaient très impopulaires. Le citoyen tenait beaucoup justement à ses propres prérogatives. Il n'était pas question de le désarmer à cette époque-là. Et les choses étaient beaucoup plus délicates. On ne pouvait pas... il y avait beaucoup de contre-pouvoirs. L'individu même était acteur dans sa vie. La paysannerie s'organisait, les seigneuries s'organisaient entre elles. Et c'était beaucoup plus difficile d'imposer une volonté tyrannique et toute puissante que ça ne l'est de nos jours, hélas. Ceci dit, il y a quand même une limite peut-être à mettre entre la servitude imposée de l'extérieur, et la servitude volontaire, ce qu'on peut appeler l'autodomestication, et une certaine volonté
logique, naturelle, politique de déléguer un certain nombre de choses qu'on délègue à des institutions, à une université, une corporation, une église, voire même au chef du village ou au maire. Alors, où vous-même, en tant qu'auteur, en tant qu'essayiste, vous mettez la limite entre cette délégation et une forme de confiance dans des institutions et l'individu ou sa petite tribu, d'une certaine façon, qui aurait tout dans ses mains face à un seul autre destin qui serait la servitude volontaire ou auto-volontaire. Bah, c'est assez délicat. C'est vrai que le repère pourrait être celui qui consiste à subir. Aujourd'hui, le citoyen moderne ne peut quasiment que subir ce qui se passe puisqu'il n'a aucun... Si, il a un bulletin de vote. Mais ça en dit très long. Ça en dit très long sur ce que nous sommes devenus, sur tout ce à quoi nous avons renoncé. Et évidemment, on est toujours soumis à notre biologie, on est soumis à nos limites, on est soumis au contexte, à notre époque, à tout un tas d'interactions, de nécessités, d'obligations. Mais cet état, cette nature soumise qui est la nôtre, ne nous empêche pas d'incarner une certaine force de résistance à des puissances qui se veulent supérieures et qui sont surtout, qui peuvent être nocives. Les grandes figures marquantes de notre histoire sont des individus qui s'infligeaient une discipline, une contrainte de tous les instants. On pense aux patriciens romains, par exemple. Personne ne leur ordonnait de se comporter comme ils le faisaient, mais eux mettaient un point d'honneur à se comporter de manière extrêmement droite et s'infligeaient eux-mêmes une discipline extrêmement rigoureuse qui, d'une certaine manière, était une privation de liberté. Ils ne faisaient pas du tout ce qu'ils voulaient, la réputation était très importante. C'est exactement la même chose avec le médiéval, avec la noblesse. La noblesse n'est pas... c'était une sorte de fonction avant tout, hein, le métier des armes et de la vertu imposait des attitudes qui étaient totalement intangibles. Donc, voilà, si on est toujours perdant, disons qu'on est cette créature d'élevage dont je parlais tout à l'heure, et si on peut tout de même avoir une sorte on peut tenir la barre de sa destinée, eh bien ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est un équilibre, on est des animaux sociaux, c'est un équilibre qui peut être très difficile à trouver. Et certains ne sont pas faits pour ça, je pense. En parlant des Romains, on peut parler justement de la privation ultime de liberté qui était d'une certaine façon le suicide des vieux Romains qui décidaient de s'ôter la vie par un geste fort d'autonomie, quelque chose qui sera justement mis en cause par le christianisme qui va s'imposer peu à peu en Europe. Et vous parlez du Moyen-Âge, et ça c'est une question que je me posais beaucoup. Vous insistez justement sur ce code d'honneur qu'on retrouve au Moyen-Âge, et un Moyen-Âge qui, en même temps, est imprégné de christianisme, avec une forme de morale du péché qui pourrait, d'une certaine façon, être totalement antagoniste avec ce code d'honneur. Alors, est-ce qu'on se retrouve dans une forme de civilisation des contraires, comme le dit Sylvain Guggenheim, c'est-à-dire un monde magique qui permet de cultiver à la fois le code d'honneur et en même temps le souci des plus faibles, une volonté de puissance un peu prométhéenne et en même temps une forme de sensibilité, de goût de la nature très orphéique. Est-ce que c'est une forme d'âge d'or, ce Moyen-Âge, où on retrouve toutes ces contraires, finalement? Oui, sous l'armure, il y a le cœur barbare qui est là, c'est très clair. Il y a cette continuité gauloise, celtique qui vient des grandes profondeurs. Le personnage, d'ailleurs, dans mon roman du Druide, est là pour nous rappeler cette survivance. On n'a pas pu se débarrasser de cet archaïsme, mais qui est vraiment qui est essentiel à la vie, hein. Une fois que ce feu, cette fureur antique sera tout à fait éteinte, l'humanité sera comme ce qu'on promet d'ailleurs à l'univers, sera froid et éteint, et s'en sera fait de la vie elle-même.
Et je pense que, comme Dominique Vénère avait pu l'écrire, que ce Moyen Âge a quasiment absorbé le christianisme, a fait son christianisme, et les choses ont fini par évoluer, hein, comme vers la domestication, avec la prise de pouvoir totale, irrémissible pour l'instant de l'État. Mais oui, il y a eu cette coexistence qui était, à cette époque, qui était encore fructueuse, en quelque sorte, mais ça n'a pas duré. C'était un feu d'artifice final. Et petit à petit, j'ai ce sentiment que la domestication a franchi des étapes euh, irréversibles. Le Dieu est devenu unique, après quoi il est devenu l'État, et l'étape d'après, on ne la connaît pas. Ça va être à nous d'apporter la réponse. On va tirer le fil de cette réflexion ensemble après une première pause musicale. Vous parliez de fureur et de feu d'artifice. Je crois qu'on se rapproche un petit peu de la première pastille musicale de Pierre Le Prince. Alors oui, tout à fait. Pour coller à l'intervention de notre invité, je suis allé chercher une musique de film d'ambiance médiévale. Mais pas n'importe lequel, le cultissime Excalibur de John Boorman, réalisé en 1981. J'espère que tous nos éditeurs l'ont vu, et si ce n'est pas le cas, arrêtez tout et voyez-le, séance tenante. Enfin non, restez jusqu'au bout de l'émission, mais ensuite voyez ce chef-d'œuvre intemporel qui a marqué le 7e art, au point d'inspirer visuellement d'autres films cultes comme Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La bande originale, quant à elle, avait suivi à l'époque, par ses nombreux emprunts aux grands classiques comme Le Crépuscule des dieux de Wagner ou La Carmina Burana de Karl Orff, mais il y avait aussi quelques compositions originales, comme La Danse d'Ygraine, composée sous la houlette de Trevor Jones, compositeur sud-africain d'origine britannique, dont c'était la première bande originale et que je vous propose d'écouter à présent. Nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie pour le libre journal Vive la civilisation européenne. Nous sommes en compagnie de Laurent Oberton. Je vois Raphaël Emma qui nous a rejoint. Dans 10 minutes, il interviendra pour sa chronique Perspective identitaire. Alors, il y a quelque chose dans le livre de Laurent Oberton, de Boue et de Sang aux éditions Magnus, qui m'a marqué dans cette comparaison finalement des mentalités. C'est que au Moyen-Âge, les atteintes à l'ordre social, à une forme d'ordre, étaient jugées plus gravement que les atteintes aux personnes. Quel enseignement on peut tirer de cette attitude face à la violence qui nous entoure ? Oui, quand on étudie les affaires marquantes de cette époque et la criminalité de cette époque, on se rend compte que
les crimes de sang n'étaient pas jugés comme des crimes particulièrement graves. C'était au contraire assez commun et assez banal. Et c'était souvent des disputes, des querelles autour d'un point d'honneur. On sait qu'à cette époque, on consommait beaucoup d'alcool parce que les eaux étaient de mauvaise qualité et qu'il fallait les couper beaucoup, donc on buvait beaucoup. Et tout homme était armé, tenu de défendre sa propre sécurité, et surtout son honneur et sa réputation. Et donc, imaginez dans une taverne tous ces jeunes hommes armés, gorgés d'un orgueil chatouilleux. Ça se finissait souvent très mal parce que toute atteinte, tout début d'atteinte à l'honneur exigeait réparation immédiate et l'honneur était vraiment une valeur absolument cardinale. On ne pouvait pas se dérober, on ne pouvait pas transiger avec ça. Donc il y avait beaucoup, le sang coulait beaucoup, souvent pour pas grand-chose. Et petit à petit, la crainte du sang a progressé dans notre civilisation et aujourd'hui le crime de sang est devenu de loin plus grave. On estime que c'est ça le plus grand danger, la plus grande remise en cause de l'ordre social, alors qu'avant c'était le vol, c'était le blasphème, c'était les atteintes aux mœurs, toutes ces choses qui mettaient en danger, qu'on estimait mettre en danger la société. Et c'est vraiment une évolution qui est très intéressante. Si on se penche encore, si on va encore en arrière, on s'intéresse aux Gaulois, le sang coulait beaucoup plus encore, on tirait l'épée pour encore moins de raisons qu'au Moyen-Âge, et on voit cette évolution. On sait qu'au Moyen-Âge, le taux d'homicide était de 20 à 40 fois plus important que celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça faisait partie du paysage. Ça, c'est quelque chose qui vous préoccupe et qui vous marque, c'est-à-dire, et c'est d'ailleurs assez difficile à expliquer. Certes, les crimes de sang ont baissé, mais il y a un autre crime qui s'est installé, c'est qu'on s'est transformé un peu en morts-vivants finalement, en animaux de batterie, en hommes faibles qui ne vivons pas pleinement. C'est-à-dire que notre sang ne coule plus, mais il ne coule même plus dans nos veines, il n'irrigue plus ce qui devrait être cette pulsion de vie qui anime un peuple, un homme en pleine vie. Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que personne ne voudrait voir le sang couler aujourd'hui. Et en même temps, la plupart des gens ont du mal à se rendre compte de cette faiblesse qui irrigue le peuple aujourd'hui. Oui, parce que l'histoire du monde, de la vitalité, c'est aussi une histoire de violence, d'affrontement, de rapport de force et de puissance. Et le fait qu'on soit dans cette logique vraiment inédite, hein, où l'on dénonce à ce point la violence, où elle est condamnée absolument unanimement de partout, et pourtant elle est quand même présente dans toutes les fictions, dans tous nos productions culturelles, et les tapis dans l'ombre, dans les faits divers, dans cette fascination qu'on a pour les tueurs en série, pour les guerres, enfin pour tout ce genre de récits, il y a cette appétence, mais qui est devenue un peu une maladie honteuse. Personne n'admet que ça le fascine, et voilà, on est dans cette logique où on a même extrêmement peur de la vie finalement, parce que c'est vraiment, c'est inédit. C'était pas dans la mentalité de nos ancêtres d'avoir à ce point peur de la confrontation violente. Et Paul Valéry, à mon avis, quand il a écrit ça, il y a un peu plus de 100 ans maintenant, il a écrit dans un texte prophétique qui s'appelle Le Yalou, et il a constaté que l'occidental craignait le sang de plus en plus, et que pour lui, c'était une observation, à mon avis, anthropologique tout à fait majeure sur cette évolution vers la faiblesse, vers l'effondrement anthropologique. Gabriel Fouquet. Mais justement, ce qui est très frappant quand on vous lit ou quand on vous écoute, à la fois à l'Iliade ou dans votre dernier roman, dont il faut d'ailleurs saluer la poésie de la langue. Moi, j'ai été très frappée par la qualité sonore de votre langue. Quand on le lit, les assonances, etc., c'est très frappant. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une thèse au fond de ce roman qui est aussi d'inciter notre époque à se réveiller de son apathie. Or, ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, c'est quand même un monde d'enfants aux os de verre. La moindre chose nous terrifie, il faut pas qu'on y touche, on le regarde de loin, mais si ça s'approche, on n'utilise même pas le mot mort. Donc, est-ce que vous croyez vraiment
dans le contexte actuel, qu'il est possible de transformer des enfants aux os de verre en guerriers en leur promettant ce que vous promettez, c'est-à-dire des larmes, de la sueur et du sang? Ce sera très difficile, hein. Comme je l'ai dit, je pense que euh, il faut toujours penser la chose en termes de loi de puissance. C'est une minorité, hein, toujours, qui est agissante et qui va au contact. Et c'est plutôt à cette minorité-là qu'on s'intéresse. C'est d'ailleurs qui a fait l'histoire, hein. Les grandes batailles, les affrontements comme Azincourt, etc. C'est quand même une petite minorité d'individus, mais avec un bagage psychologique qui est vraiment... C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur cette bataille d'Azincourt en particulier, pour la restituer de l'intérieur. Parce que, alors, quand on a lu, par exemple, Ernst Junger sur ce que c'est que vivre le feu en 14 et les guerres modernes, hein, l'expérience de la mort partout autour de nous, on a vraiment du mal à imaginer qu'on ait pu, que des batailles comme celle d'Azincourt aient pu avoir lieu. Parce que là l'ennemi, on le voit, on parle d'objets tranchants, piquants, de tout ce qui peut vous entailler, etc. Et c'était des dispositions psychologiques tellement particulières qu'aujourd'hui, effectivement, quand on compare avec, je sais pas, la mairie de Paris qui fait des campagnes pour dire que les couteaux, ça reste à la cuisine et que il faut des cours d'empathie et que les garçons prennent trop de place dans la cour de récréation, on est conduit à s'interroger. Enfin, et on se dit évidemment, voilà, la sidération va dominer quand il va se passer, ce qui se passe avec l'ensauvagement de notre pays. On va voir des marches blanches, on va voir l'incompréhension, on va voir la ville qui est sous le choc et plus du tout de réaction. Simplement cet effet de sidération et de créature qui est quasiment prête à marcher jusqu'à l'abattoir. C'est terrible, c'est un constat qui est terrible, mais pour moi, une société qui reste sans réaction devant ce qui lui arrive, devant ce qui nous arrive, est une société qui est vraiment très très près du gouffre. Alors, une petite question avant de céder la parole à Raphaël Aima. On va prolonger la question de Gabriel Fouquet. Il faut rappeler que là, on vous reçoit comme auteur de Debout et de sang, donc aux éditions Magnus, mais vous vous êtes fait connaître comme criminologue, sociologue. Je crois que vous étiez d'abord sous pseudonyme, et puis c'est chez Ardisson qu'on a découvert, c'est ça, hein, je crois, votre visage avec la France Orange Mécanique. Et donc, j'avais deux questions en une. Est-ce qu'il y a une différence de nature entre les écorcheurs, les coupeurs de chemin, les routiers du Moyen-Âge et ceux qu'on peut connaître aujourd'hui dans les différentes manifestations de cette violence? Et pour prolonger la question de Gabriel Fouquet, quel conseil, quelle attitude médiévale, entre guillemets, on devrait adopter pour faire face à cette violence aujourd'hui en 2026? Est-ce qu'il faut finalement réapprendre à ne pas fuir le sang d'une certaine façon? Ben, là, on est dans un contexte où on a une population qui est ultra, ultra docile, ultra domestiquée, très bien dressée, policée, enfin, on peut utiliser tous les synonymes qu'on veut, qui a peur du contact visuel, etc., enfin, qui ne veut pas être impliqué par quoi que ce soit, qui passe son chemin quand il y a un problème. Et vous avez une population qui n'a pas du tout ces référentiels-là, qui est dans une logique de domination violente, dans une hiérarchie basée sur le respect, justement sur la capacité à déchaîner la violence la plus gratuite et la plus folle. Et évidemment, la cohabitation se passe comme elle doit se passer, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui subit, qui est sidérée, qui comprend pas, qui appelle la police comme on appelle la maîtresse, et qui n'est plus du tout dans une logique de se faire respecter. Et malheureusement, quand vous laissez des individus qui sont peu de choses, qui sont souvent très lâches, qui agissent en horde, et quand vous les laissez faire à peu près ce qu'ils veulent, et quand la justice apporte une réponse tout à fait déplacée et misérable, eh bien vous leur donnez un sentiment d'impunité qui les fait se sentir, enfin, c'est une sensation de toute puissance qui va déchaîner leurs activités criminogènes, alors qu'il faudrait assez peu de choses, il faudrait simplement une simple réaction assez ferme
pour les renvoyer à leurs chères études et directement mettre fin à ce phénomène. Mais même ça, on n'en est plus là, on n'est plus prêt à ça. Et voilà, malheureusement, on s'en remet à des administrateurs qui ont fait maintes fois la preuve de leur incompétence et on continue pourtant à subir cette incompétence. Il est avec nous depuis sa belle Provence, il est auditeur de la promotion Frédéric Mistral. C'est Raphaël et Emma qui est avec nous dans le libre journal Vive la civilisation européenne pour sa chronique Perspective identitaire. Raphaël, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Alors précisément, moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'une notion que vous avez évoquée dans les dernières minutes, qui est un peu centrale, je crois, dans l'imaginaire qui peut peut-être venir me nourrir dans mes engagements politiques, qui est la notion de sang. Je voudrais vous parler de sacrifice, de sang, d'amour, de passion, du lien indépassable entre l'acceptation de la souffrance qu'on a évoquée et la protection de ce que l'on aime, en vous livrant un espèce de panorama, un imaginaire esthétique d'auteur que j'affectionne autour précisément de ces idées. Alors on va aller chercher un petit peu loin, c'est peut-être pas forcément la référence qui nous viendrait en première à l'esprit, mais j'aimerais vous partager les derniers mots de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange espagnole, qui depuis sa prison républicaine le 18 novembre 1936, quand il est fait prisonnier précisément par les forces républicaines, écrit son testament. Et il sait très bien ce qui va l'attendre au bout du couloir, une exécution sommaire et avec un jugement biaisé, et il écrira comme première phrase de son testament: « Plaise à Dieu que mon sang soit la dernière goutte espagnole versée dans des discordes civiles. » Ce qui est frappant dans cette phrase, c'est que cet homme, à quelques heures de mourir, sa première pensée, ça va pas aller vers lui, ça va aller vers son peuple, vers la guerre qui déchire son pays, et il formule un vœu pour les autres. Et ça mérite qu'on s'y arrête un instant, parce que je crois que ça esquisse les contours précisément du lien que l'on peut avoir entre sacrifice, souffrance, passion et amour. José Antonio avait développé tout au long de son œuvre politique une conception assez particulière précisément de la chose politique, puisque en bon espagnol, il avait placé le sentiment amoureux comme ayant un rôle central et assumé. Il écrit dans ses textes politiques que le sens tout entier de l'histoire et de la politique est soumis à la loi de l'amour. Et que l'amour suffit à nous dire, sans programme ni article numéroté, quand il faut s'embrasser et quand est-ce qu'il faut s'affronter. C'est pas une métaphore de poète un peu illuminé, c'est une doctrine politique sérieuse qui repose sur l'idée que les liens entre les hommes d'un même peuple, les liens de sang, de mémoire, de territoire partagé, sont des liens affectifs avant d'être des liens juridiques ou contractuels. Et que c'est précisément parce qu'ils sont affectifs qu'ils peuvent motiver le sacrifice, l'engagement, le don de soi jusqu'à la mort. C'est pas un contrat social, c'est une appartenance charnelle que précisément, je crois, on a perdu avec la modernité et l'atomie individualiste contemporaine. Alors je vais vous réévoquer une autre référence qui tient un petit peu à ça aussi, qui est une chanson que vous avez probablement entendue dans les cercles de droite, puisqu'on la chante à peu près depuis les années 80-70, qui est La Blanche Hermine. Dans La Blanche Hermine, écrite par Gilles Servat, qui par ailleurs était de gauche, à son grand dam, ça a été récupéré un peu plus tard par des générations et des générations de militants de droite. Il y a une question qui est posée dans son dernier couplet, c'est: pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? Elle, c'est l'amante, la femme laissée derrière le soldat, celle qui attend, qui élève les enfants seuls, qui voit en noir comme il est dit dans le texte. Et lui, c'est le paysan breton qui part défendre sa terre contre l'envahisseur franc dans La Blanche Hermine. Peu importe l'envahisseur, c'est une image qui est universelle et c'est pour ça qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Ce que la chanson met en scène, c'est une tension que tout homme engagé à un certain degré a expérimenté dans sa vie. La tension entre l'amour d'une femme et l'amour d'une patrie, entre le foyer et la cause, entre l'instant et la promesse de la gloire. C'est pas une tension anecdotique, c'est une tension qu'on pourrait trouver un peu structurelle dans notre imaginaire, puisque je vais un petit peu aussi puiser notre référence. Maurice Barrès rapporte l'histoire d'un soldat mort à l'hôpital dont la femme arrive trop tard pour le voir vivant. Et devant le corps, elle dit simplement, avec un calme solennel: « Il est mort pour la patrie, c'était sa mère, je ne suis que sa femme. » La femme ne dit pas ça avec amertume, elle le dit comme un constat, comme si elle avait depuis longtemps intégré qu'elle se situait en dessous dans une hiérarchie des amours, en dessous de quelque chose de plus grand qu'elle, de plus ancien qu'elle, de plus exigeant qu'elle. La patrie, dans cet imaginaire, c'est pas une abstraction administrative comme on voudrait l'entendre aujourd'hui avec l'État républicain. C'est pas un organigramme d'administration publique et d'institutions désincarnées. C'est une figure qui est féminine, qu'on va tantôt personnifier comme une mère, tantôt comme une amante, selon les traditions et les sensibilités. La figure maternelle, c'est la plus ancienne, c'est celle qu'on retrouve Gaïa chez les Grecs, Terra Mater chez les Romains, la terre-mère qui enfante, nourrit, protège. Dans cette version-là, l'amour qu'on lui doit, c'est un amour filial.
Une dette, un devoir de retour. Je te dois la vie, donc je te la rends si tu l'exiges. C'est l'imaginaire des partisans, des soldats de la conscription, des résistants de la Troisième République. Mais il y a une autre version, plus troublante, plus exigeante, c'est celle de la patrie comme amante. Là, elle n'est plus une mère rassurante, c'est la rivale de la femme réelle. Invisible, impérieuse, dévorante. Pour l'homme qui s'engage vraiment, le militant, le soldat, le révolutionnaire, elle devient obsessionnelle. Il pense à elle en silence, rêve d'elle en prison, meurt pour elle sur un champ de bataille. Et la femme qui partage sa vie quotidienne sent très bien que quelque chose lui échappe. Il aime ailleurs. Et la patrie, contrairement à une femme de chair, a des armes que la femme réelle ne peut pas sortir. La gloire, le sacrifice, la légende, l'histoire. Elle ne propose pas la tendresse et la paix du foyer, elle propose une promesse qui fait rêver les hommes d'éternité. Je vais réinvoquer un petit peu l'Espagne. Il y a quelque chose dans la culture espagnole et plus généralement dans les cultures du sud de l'Europe qui entretient avec la mort ou avec le sang un rapport que nos contemporains trouvent parfois souvent déroutant, malsain. Quiconque a déjà traversé l'Espagne pendant la Semaine Sainte a vu ces processions nocturnes. Des pénitents encapuchonnés, les statues de la Vierge portées sur les épaules de dizaines d'hommes, la foule silencieuse dans les rues. Les touristes étrangers filment ça avec leur téléphone en se demandant ce qu'ils regardent exactement, ils ne comprennent pas. Ce qu'ils regardent, c'est une tradition populaire qui place précisément, et les Espagnols savent le faire plus peut-être que tous les autres, le deuil et la mort au cœur de la vie collective. On n'en fait pas quelque chose à cacher, mais quelque chose à célébrer, rituellement, communautairement. La Légion espagnole pousse cette logique jusqu'à un point qui peut sembler extrême. Son hymne à la Légion espagnole, précisément, s'appelle El Novio de la Muerte, le fiancé de la mort. Les légionnaires défilent chemise ouverte sur le buste, dans une symbolique qui n'est pas très difficile à décoder. Le corps est offert, la mort est acceptée, le sacrifice est consenti d'avance. Millán Astray, le fondateur de la Légion espagnole précisément, résume tout ça dans une formule en 1921 devant ses hommes. On vient à la Légion pour mourir. Et dans la salle de l'université de Salamanque, en octobre 1936, face aux intellectuels républicains, il avait lancé son fameux « Viva la muerte », ce cri que tout le monde cite et dont peu de gens connaissent le contexte. Ce qui est intéressant, c'est que cet imaginaire du fiancé de la mort et celui de la patrie comme amante se superposent parfaitement. La Légion se présente explicitement comme fiancée à la mort, mais à travers elle, à la patrie. C'est le même engagement total, la même promesse qu'on ne peut pas rompre, le même amour qui exclut tout autre amour concurrent. Comme le dit le chant, justement, de la Légion, « Et son amour fut mon drapeau ». Le drapeau, la patrie, la mort, c'est le même objet d'amour, décliné sous 3 formes différentes. Ce que ces traditions nous disent, au fond, c'est quelque chose qu'un auteur que j'apprécie aussi, Rousseau, désolé, avait formulé d'une façon un peu plus brutale à propos des médecins, c'est « s'ils guérissent la mort, ils tuent le courage ». L'idée est simple, une société qui consacre toute son énergie à éliminer la mort, à la repousser, à la nier, finit par produire des hommes qui n'ont plus aucun rapport authentique avec le risque, le sacrifice ou même l'engagement véritable. Drieux-La Rochelle disait la même chose. À quoi sert de vivre si on ne se sert pas de sa vie pour la choquer contre la mort comme un briquet? L'amour et la mort fonctionnent ensemble, ils se conditionnent mutuellement. Si vous aimez vraiment avec une intensité qui vous dépasse, c'est que vous avez quelque chose que vous savez pouvoir perdre. La passion, qu'elle soit amoureuse, patriotique, ou les deux à la fois, est fiévreuse précisément parce qu'elle est éphémère, parce qu'elle est une fin. Et la question que la Blanche Armise pose, et que chaque homme engagé finit par se poser à un moment ou à un autre, c'est est-ce que ça en valait la peine? Est-ce qu'elle pourra me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? La chanson ne répond pas, elle laisse la question en suspens, comme une blessure ouverte. Et c'est pour ça qu'elle résonne autant de génération en génération. Un peuple qui ne sait plus pourquoi il serait prêt à souffrir ou à mourir est un peuple qui a perdu quelque chose d'essentiel. Pas parce que la souffrance serait une valeur en soi, mais parce que sans la possibilité du sacrifice, l'amour lui-même se vide de sens. On ne meurt pas pour une idée abstraite, on meurt pour elle, pour la patrie comme amante, comme mère, comme promesse faite aux générations qui viennent. C'est parce que nous mourons que nous pouvons aimer, et c'est parce que nous aimons que nous pouvons parfois aller jusqu'à mourir. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Laurent Oberton, j'espère que cette chronique de Raphaël et moi, qui reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission, vous a inspiré. Est-ce que, ceci dit, cette notion de patrie comme amante est une notion qui existe dans la mentalité médiévale, féodale, où il y a tout cet imbriquement justement entre les fidélités? Est-ce qu'on peut retrouver un tel parallèle?
Il y a plusieurs étages, hein. C'est sûr qu'on a déjà évidemment le clan qui est primordial, la maison, la maison est vraiment une notion cardinale au Moyen Âge. On sait très bien que l'honneur d'une lignée dépend de tous ses représentants, qu'on porte ce poids sur soi et que c'est aussi pour ça qu'on est tenu de ne jamais être indigne de cette charge. Et à partir de là, on exige de soi un peu plus qu'on l'exigerait si tout était négociable. Et c'est ce qui permet, je pense, après la fierté peut-être féodale et ce sentiment patriotique qui qui devient très vif à cette période, puisqu'on se dit finalement le bien le plus précieux, c'est la terre. C'est pour ça que le sang est toujours versé et c'est ce qui fait ce qui permet cette continuité. Donc oui, il y a ce lien apparaît vraiment à cette période-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, a été habilement récupéré et digéré par l'État. Alors, une question qui fâche, c'est important les questions qui fâchent. Est-ce que dans ce roman de boue et de sang, on n'est pas un petit peu dans une forme de roman national où on formerait une forme de caricature de cette mentalité médiévale? Est-ce que réellement il y a une unité entre le citadin, le seigneur, vous avez parlé des nobles, et le paysan? Est-ce que même l'éthos guerrier entre le haut Moyen-Âge et d'autres périodes du Moyen-Âge est identique? Est-ce qu'on peut réellement, comme vous le proposez, faire une forme de concentré de cette pensée médiévale, ou est-ce que ce dont vous nous parlez, ce code d'honneur, ce goût pour se confronter à la réalité du monde et du terrain, n'appartient pas finalement à une certaine sociologie dans cette période médiévale, et on retrouverait aujourd'hui cette sociologie même dans le monde contemporain, celui des animaux de batterie? Alors oui, il y a eu des héros après le Moyen Âge encore, hein, des héros du métier des armes notamment, mais ils ont eu des conséquences sûrement beaucoup moins importantes sur leur société tout entière que ça n'a pu être le cas à l'époque de Jeanne d'Arc, de La Hire, de ces héros qui ont fait cette période. Quelque chose que je pourrais dire sur ce livre, c'est que je me suis mis dans la tête d'un personnage précis. Lui-même n'a pas l'air de savoir pourquoi il est là, hein, quand il est dans le combat. C'est-à-dire qu'il subit un petit peu, il est entraîné par l'histoire, il aime bien se battre, il aime bien le sang, enfin il a cet attrait, cette vitalité qui est très forte. Mais il ne sait pas exactement s'il fait ça pour l'honneur, pour la patrie, pour Dieu. Et je pense que c'était un petit peu comme ça dans la tête de beaucoup des combattants de l'époque. D'ailleurs, quand on a fait en 14 l'expérience en interrogeant les combattants sur leur motivation primordiale sur le champ de bataille, et c'était pas la patrie n'était pas citée très souvent par les combattants. Il y a des notions plus profondes et complexes qui entrent en jeu. Oui, c'est tout à fait une réponse qui me va tout à fait. Les choses sont évidemment plus imbriquées, complexes. Alors, on va arriver au terme de cette première partie. Vous restez avec nous, Laurent Oberton. Vous lancez une forme d'appel, finalement, dans ce livre, comme dans le discours que vous avez gentiment donné au colloque de l'Iliade, à retrouver une forme de pensée médiévale, de geste médiéval, à redevenir médiéval. On a bien compris ce qui présidait à cet appel. Si un auditeur vous demandait, mais alors, quels pourraient être les signes ou le geste concret, l'acte concret qui nous permettrait de redevenir médiéval? Alors peut-être en dehors de celui de prendre une épée ou de se faire arrêter par la maréchaussée, est-ce qu'il y a des actes, des gestes qui vous viennent à l'esprit pour incarner cet esprit médiéval, retrouver finalement une forme de souffle et faire craquer le vernis de la modernité?
Oui, les forces républicaines nous ont désarmés, ça c'est clair, hein. L'épée est interdite, on n'a pas le droit de se promener en centre-ville avec une épée à la taille. Et le couteau, d'ailleurs, va suivre le mouvement. Et peut-être après les fourchettes, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est important qu'on soit totalement désarmé, mais il nous reste quand même l'esprit. L'État s'efforce de faire ce qu'il faut, de faire son travail de désarmement aussi, mais c'est un peu plus difficile. On peut peut-être résister un peu plus, avec un peu plus de force et incarner cet esprit de résistance, à cette facilité moderne, à ce renoncement à soi et à réhabiliter des valeurs qui ont toujours fait notre histoire et qui permettraient de maintenir. C'est vraiment un terme assez crucial, hein, puisque c'est vraiment le fil de notre civilisation tient dans ce terme. Tu maintiendras, c'est une devise militaire d'ailleurs. Et si on se remet à prêter attention à ces notions qui paraissent un peu désuètes de réputation, d'honneur, de serment, peut-être qu'on pourra créer une nouvelle exemplarité, créer peut-être emporter une certaine adhésion d'une partie de la population qui ne se retrouve pas dans la société telle qu'on nous la vend, cette société un peu insensée où il s'agit de consommer, il s'agit d'éviter à tout prix l'événement, le danger, finalement toute manifestation intempestive de risque de vie, voilà, d'histoire finalement. Ceux qui ne veulent pas la fin de l'histoire, ceux qui ne croient pas en la fin de l'histoire, peuvent peut-être se retrouver dans un tel discours et à leur tour devenir dans leur quotidien ces sortes de héros, ces paladins du non-renoncement. Très beau message. Cultivons ce type d'homme qui ne se découragera pas. On le retrouve dans ce type d'homme dans le militantisme. On en a vu beaucoup au colloque de l'Iliade. Nous ne sommes peut-être pas les plus nombreux, mais la colonne vertébrale et l'esprit est bien droit. Ça peut faire la différence dans les années à venir. En tout cas, c'est un message qu'on peut lancer à tous nos auditeurs. Pour la fin de cette émission, je vais laisser la parole à Pierre Leprince qui va faire une transition parfaite vers la Grèce. Tout à fait. Pour ce second interlude, je vais faire le lien avec l'autre sujet de cette émission et j'ai le plaisir de vous faire découvrir un groupe cher à mon cœur que j'ai eu la chance de voir sur scène au Trabendo il y a quelques mois, The Villagers of Ioannina City, un groupe originaire de la ville de Ioannina dans la région d'Épire, dans le nord-ouest de la Grèce. Formés en 2007, ils sont connus pour leur mélange unique entre rock psychédélique des années 70, influencé par des groupes comme Black Sabbath, et les traditions folkloriques de leur région avec l'emploi d'instruments plus traditionnels comme la clarinette ou la cornemuse. Je vous propose donc d'écouter For the Innocent, issu de l'album Age of Aquarius, paru en 2019, et si vous les voyez programmés dans votre région, n'hésitez pas, vous passerez un excellent moment. Bonne écoute et à très vite.
Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. On a reculé Vive dans la le temps civilisation après la période européenne. médiévale, on vous emmène dans l'Antiquité. Chers auditeurs, nous reculons dans le temps à nouveau, nous laissons l'époque médiévale pour revenir aux sources encore plus lointaines, l'Antiquité et même les récits primordiaux, puisque Christopher Nolan vient de révéler la bande-annonce de son prochain film qui n'est ni plus ni moins que l'Odyssée d'Homère. Coup de chance pour la France, puisque ce texte, comme l'Iliade, son frère, vient d'être retiré des programmes scolaires parce qu'apparemment trop difficile à comprendre. Mais ça, ce sera pour une autre émission. Que penser de cette bande-annonce de Christopher Nolan qui a évidemment fait exploser Internet et qui fait beaucoup parler la presse, à la fois du point de vue, on va dire, des fans de cinéma, mais aussi des aficionados de la littérature, et qui pour nous à l'Iliade est un sujet très important, puisque vous imaginez bien que quand on touche aux récits primordiaux, tout nous inquiète. Les critiques qui remontent depuis les 24 heures de lancement de la bande-annonce sont sans appel. Il y a du positif et saluer notamment la qualité de la photographie des images. Pour ça, il faut remercier Nolan d'avoir choisi de tout tourner quasiment en décor naturel, ça se voit. On sent également une dimension épique, celle du poème originel qui n'a pas disparu. Et on y retrouve un autre élément fondamental de l'Iliade qui est que Ulysse est un homme et pas un dieu. On rencontre un Matt Damon qui donne ses traits à Ulysse et qui a l'air de lutter, de souffrir comme dans le texte. Et en fait, son combat est alterné avec celui de son propre fils Télémaque et de son épouse Pénélope, qui en fait en temps d'écran occupe presque autant de temps qu'Ulysse, de façon à replacer la simultanéité de l'action et pour le spectateur d'en comprendre les enjeux. La charge émotionnelle qu'ils dégagent tous est très présente. On réalise donc avec soulagement que Nolan a bien compris la différence entre l'Iliade, qui est le récit de la guerre, et l'Odyssée, qui est le récit du retour. Mais malheureusement pour Nolan, plusieurs critiques négatives émergent déjà, qu'on peut scinder en deux catégories, les critiques de fond et les critiques de forme. Donc pour la forme, déjà, on peut regretter d'avoir affaire à des images qui rappellent un peu trop le film 3 de Wolfgang Petersen, sorti en 2004, qui est un film au demeurant que j'adore, mais qui avait un mérite, c'est que les dieux n'existaient pas. Au moins, quitte à faire du grand cinéma, on était revenu à la question de l'homme et juste de l'homme, et donc du coup, on ne se soumettait pas à la doxa dans la forme. Puisque là, Nolan nous propose un film qui quand même a des accents un petit peu péplum historique à l'américaine, qui sera certes visuellement spectaculaire, mais philosophiquement, on peut craindre un peu qu'il manque de consistance. Et ça se sent justement, ce problème de consistance, dans plusieurs éléments. D'abord, que vous le voyez en français ou en anglais, vous noterez soit l'accent américain assez inquiétant pour des Grecs, la disparition finalement du texte total d'Homère, puisque Nolan a choisi une réadaptation en langage moderne, contemporain, qui génère également des anachronismes. Jusqu'à preuve du contraire, jamais Télémaque n'appelle son père papa. Et il crie en avant de monter à l'assaut. Mais surtout qui se répercute dans le choix déjà commenté il y a quelques mois des costumes et des décors qui peuvent sembler un peu trop brillant, un peu kitsch même, mais surtout dans le choix du casting. Christopher Nolan a choisi un casting extrêmement médiatique, que des acteurs de qualité, Matt Damon en rôle titre, Anne Hathaway, Robert Pattinson, la liste est sans fin. Mais le problème, c'est qu'un casting trop médiatique est un casting qui éclipse les personnages. On risque d'aller voir non pas Calypso, mais Charlize Theron, toujours aussi belle à 60 ans, en Calypso. Et on risque en plus toujours de tomber malgré tout dans l'approche woke hollywoodienne. La leçon de Netflix n'a toujours pas atteint Hollywood avec une Lupita Nyong'o qu'on attend dans un rôle pas encore annoncé, une Zendaya dans un rôle d'Athéna qui est quand même un rôle primordial dans l'Odyssée. Donc il y a, sans faire de blackwashing ou alors de vouloir avoir l'air trop réac, on se pose quand même la question de la cohérence culturelle et historique de tout ça, et on pourrait presque parler, si on était provocateur, d'appropriation. Et ce qu'on en tire finalement de tout ça, de toutes ces critiques variées,
c'est que Nolan a fait promet du cinéma américain. Hollywood juge l'Odyssée suffisamment universelle pour la raconter, mais à l'américaine, avec un accent texan devant des décors marocains, alors même que c'est quand même le texte fondateur d'une civilisation particulière, d'un rapport particulier à la mer, à la ruse, aux dieux, au retour chez soi. Et donc cette universalité revendiquée n'est qu'une américanisation. Et je laisse donc à nos amis invités leur propre retour. Je crois que Pierre Le Prince a aimé cette bande-annonce. Donc je lui cède la parole. Alors oui, tout à fait. Moi, je salue les qualités formelles de Nolan, qui est un très bon chef opérateur. J'ai plus de réserves sur ses films en général et sur ses talents de réalisateur. Je n'apprécie que modérément son cinéma, mais voilà, je suis curieux. La bande-annonce en montre assez peu pour avoir envie de le voir sur grand écran. Je me réserve donc pour le moment et je laisse d'autres gens s'exprimer sur le sujet. Alors, ce qui m'a marqué tout de même dans la bande-annonce, c'est que le film et Ulysse paraît extrêmement sérieux et toute la dimension de ruse. La métisse. Voilà, exactement, d'Ulysse ne ressort pas. Et on a un petit peu l'impression qu'il est passé à côté de cet aspect de l'Odyssée. Et juste pour revenir sur la critique du kitsch et de l'interprétation, moi, ça me touche pas trop. On parlait d'Excalibur, par exemple, tout à l'heure, qui est un film culte, où justement, il y a un côté kitsch dans une partie des décors, mais qui est totalement assumé, le mythe est assumé, le sacré est assumé, et ça fonctionne. Justement, Boorman a très bien compris le mythe arthurien. Là, on ne sait toujours pas si Nolan l'a compris et va assumer le mythe. Encore une fois, il s'agit d'une bande-annonce de 2 minutes sur un film qui va sûrement durer 3 heures, voire plus, avec les nouveaux soldats hollywoodiens. On nous annonce 3 heures. Donc, avant d'en tirer des conclusions, il faudrait peut-être attendre de voir vraiment ce que ça donne in situ. On peut s'inquiéter de certains choix de casting, effectivement, qui correspondent à des choix éditoriaux qu'on a vus dans d'autres qui fictions. correspondent à une forme de blasphème, en fait. Hein. C'est une œuvre finalement un peu sacrée pour nous. Il y a vraiment l'idée de vouloir parasiter, corrompre, de choquer. Alors non, moi je vois le côté plutôt pragmatique des studios hollywoodiens qui se disent, pour faire un sujet qui ne parle plus à personne à part justement les Européens ancrés comme nous, peut-être pour faire venir voir l'Odyssée à des gens, il faut avoir des têtes d'affiche comme Zendaya, comme Matt Damon, comme... Qui sont des excellents acteurs. Oui, bien sûr. On ne critique pas leur qualité. C'est pas leur qualité, c'est vraiment... C'est un très mauvais pari. Il y avait eu un graphique sur la réussite en termes de spectateurs et de chiffre d'affaires de tous les Disney. Et donc effectivement, quand l'héroïne était avec une peau plus sombre ou avec les cheveux plus sombres, le chiffre d'affaires chutait et il remontait avec la Reine des Neiges, parce que quand on adhère à une histoire, on l'aime dans son intégrité, dans son identité. Et ce côté bâtard que veut faire le studio hollywoodien qui a commandé l'œuvre à Nolan en mettant des Africains dans la distribution, à mon avis, est un mauvais pari. C'est pas vraiment le côté ethnique, je pense, en l'occurrence, c'est vraiment le côté prendre des acteurs connus que les gens aiment, qui pour faire venir dans les salles une Zendaya, qu'on a vu dans d'autres films. Il y a des acteurs connus européens qui correspondent au mythe originel. Évidemment, mais Gabriel évoquait 3 dans son résumé. Qui est effectivement un excellent film, mais qui avait fait alors pas un four, ce serait non, quand même, mais qui n'avait pas été la critique n'avait pas été très tendre avec ce film. Tout à fait. Et effectivement, pour l'avoir revu récemment, il vieillit très bien. Laura Oberton, vous avez vu cette bande-annonce? Est-ce que vous êtes comme nous? On parle d'une bande-annonce, il faut dire. C'est vrai que Pierre Le Prince a raison, on parle juste d'une bande-annonce, mais c'est préoccupant. Laura Oberton. Ah, on vous entend plus? Ah oui, voilà, c'est bon. J'avais entendu les débats au sujet éventuellement de tel ou tel acteur ou actrice, mais j'ai pas vu la bande-annonce. Enfin, il y a eu des films
Il y a eu des films qui étaient pas mauvais, hein, des films historiques. Il y a eu, je pense à 300 par exemple, qui était pas mal, qui était divertissant, on va dire. Et il y a eu des Vercingétorix, des accidents industriels assez dramatiques, traumatisants. Donc je sais pas, hein, tant que le truc n'est pas sorti, c'est difficile de se projeter. Bon. Raphaël, Emma, vous avez vu cette bande-annonce ? J'ai vu la bande-annonce et on terminait notre première partie d'émission en invoquant un peu la nécessité de créer un ethos, en tout cas d'offrir un imaginaire aux jeunes Européens qui leur permettrait justement de porter un certain nombre de valeurs morales que l'on a perdues. Et je crois que moi je ne m'étonne plus des choix d'agenda de casting de Netflix et des grands studios hollywoodiens. D'ailleurs, c'est des polémiques qui presque ne m'intéressent plus puisque j'ai l'impression qu'il y en a une comme ça tous les 3 mois. Mais je crois qu'évidemment que ces choix de casting, je vous rejoins sur le fait qu'ils ne sont pas anodins, qui visent à une dynamique plus générale de dépossession identitaire de nos symboles. Quand on parle de l'Odyssée, il y a évidemment une part non négligeable de notre imaginaire qui en vient, mais évidemment parce que c'est notre imaginaire, aussi de notre imaginaire moral, un certain nombre d'enseignements sur le rapport à la ruse que peuvent avoir nos civilisations. C'est un peu le champ au-dessus de nos peuples et s'y attaquer. J'irai peut-être pas jusqu'au terme de blasphème, mais en tout cas c'est la dynamique dans laquelle la production culturelle, cinématographique s'est engagée avec ces jeux d'acteurs qu'on ne fera jamais passer pour quelque chose de parfaitement innocent. Et la seule réponse qu'on peut apporter à ça, c'est un peu une réponse politique. Voilà, je vous fais pas tout le refrain du go walk, go broke, mais c'est la ligne qu'il faudrait continuer de pousser dans l'industrie culturelle et cinématographique. Voilà. C'est l'heure d'Autour d'un verre. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du libre journal Vive la civilisation européenne. Nous retrouvons désormais Gabriel Fouquet qui interprète les poèmes de Frédéric de Cinquiaux dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre, une chronique où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs, un texte intitulé « Le cycle de la vie ». Ah non, pardon. Le désir d'enfant. Le désir d'enfant. Romain est arrivé ce jour où l'on ne plie plus en 2 mais en 3 un pantalon blanchi. Notre fils a grandi. La layette est rangée. L'on comprend lentement qu'il n'est plus un bébé. Le couple reposé retrouve un équilibre et cette impression d'être de nouveau libre. En bon humain, je ne savoure point cela. Me surprends à compter jusqu'à 2, jusqu'à 3, et déjà je me sens nostalgique du temps où il ne pouvait vivre exempt d'allaitement. Observez maintenant comme il joue et demande un partenaire de joie, un frère, une offrande. Arriverons-nous à satisfaire ses vœux? Pourra-t-il partager ses secrets et ses jeux? Sa mère surtout qui nourrirait de son lait un nouveau compagnon pour la vie et l'après? Votre interrogation, la première, j'entends, n'appelle de réponse et c'est bien affligeant. La magie opérant lors d'un instant pudique n'est jamais corrélée au transport extatique. L'envie d'un nouveau-né est plus forte que tout lorsqu'elle se présente avec élan, à tout parent en suspension qui espère et qui prie le ciel pour qu'un enfant vienne égayer la vie. Mais le désir n'est pas synonyme en l'état de l'arrivée célère, hâtive et sans aria, d'un nourrisson tout rose, aimé, bienvenu. Le temps passe, et le doute en nos corps s'insinue. Pourquoi mon corps n'obéit-il à mes envies? Suis-je incapable, nul, mauvais, crétin, maudit? La grâce ayant semé déjà a-t-elle fini? Ne méritais-je plus de prolonger ma vie? Diantre, rassérénez-vous, Romain, sur le champ. Vous êtes jeune pour convoquer les ahans. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes 2 à mêler nos corps blonds dans cet antique jeu. Vous vous flagellez quand j'ai moi aussi mes torts. Je cavale, je muse et jamais ne m'essore. Je suis à l'âge où la nuit que l'on a passée se lit sur un visage au réveil tout marqué. Mes traits parlent pour moi, je ne peux rien cacher face à la transparence osée de l'oreiller. Mon énergie se perd par carence d'adresse. Quand il faut du repos, je convoque le stress. Comment être apte alors à nicher une graine quand je ne sais créer que d'affreuses migraines? Pourtant, si une fois le chemin fut trouvé, c'est qu'une fois encore il peut être emprunté. Soyons patients dès lors, si c'est notre destin, la vie nous gâtera de différents bambins. Frédéric, je voue un culte à vos avis, qui sont toujours empreints de douce poésie. Vous n'êtes affecté ni par le gris du temps, ni par la vue du sang, ni par le gris des gens. Votre hauteur en tout force l'admiration.
Ciel, je me damnerai pour une filiation. Voilà une bonne chronique et vous avez compris la morale, suivez le chemin, empruntez le chemin. Alors, chers amis, nous arrivons au terme de cette émission. C'est le moment de laisser Gabrielle Fouquet sortir la boussole de sa poche, la boussole artistique, puisqu'elle nous invite à emprunter les chemins qu'elle a elle-même arpentés. Suivez le guide. Le Le CNC journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Le CNC annonce une hausse de fréquentation des cinémas en avril. Hurrah! Parmi les sorties du printemps, Vivaldi et moi. Primavera, dans son italien original. Le printemps, donc, définitivement de saison. Vous l'aurez compris, ce film traite du célébrissime compositeur des 4 saisons. Qui parmi nous a oublié les premières notes de son printemps, utilisées ad nauseam comme sonnerie d'attente par tous les standards téléphoniques des années 2000. Talala tata talala. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. France Télécom, fossoyeur d'un génie. Mais le compositeur vénitien n'en est pas à son tombeau d'essai. Mort en 1741 à Vienne, jeté dans une fosse commune, sa dépouille a disparu pour toujours. Quant à sa musique, il a suffi d'une dizaine d'années pour qu'elle sombre avec lui dans l'oubli. Si Jean-Sébastien Bach fait frémir son souvenir en transcrivant certaines de ses partitions, le Grove's Dictionary, la Bible de la musicologie anglo-saxonne, ne lui reconnaît en 1928 que le talent d'un exécutant hors pair. Pas un mot pour le créateur. On ne connaissait alors guère plus d'une centaine de ses œuvres. Aujourd'hui, on en dénombre près de 800. Et c'est pas fini, comme dirait l'autre. Entre ces deux chiffres, une aventure digne d'un roman. En 1926, 2 érudits turinois, Luigi Tori et Alberto Gentili, mettent la main sur des centaines de partitions manuscrites inconnues, conservées dans des collections privées piémontaises. La moitié de la bibliothèque personnelle de Vivaldi, dormant depuis 2 siècles. Une seconde moitié suit en 1930. La nouvelle se répand discrètement dans les milieux musicologiques. Elle parvient entre autres aux oreilles d'un poète américain, installé à Rapallo, sur la côte ligurienne. Grand, excentrique, en chapeau mou et velours, lecteur de troubadours et de Confucius, poète vorticiste, ami d'Eliot et d'Hemingway, j'ai nommé Ezra Pound. À ses côtés, sa compagne, la violoniste américaine Olga Rudge, qui travaille comme secrétaire à l'Académie musicale de Sienne et commence dès 1935 à étudier les manuscrits de Turin. Pound, lui, obtient via un ami compositeur les micro-photographies d'un autre corpus conservé cette fois aux archives de Dresde. Il les copie à la main, mesure par mesure. Il établit son propre catalogue thématique, il arrange, il transcrit, il adapte pour les instruments disponibles à Rapallo. Un travail de moine. Certaines de ces transcriptions révèlent une connaissance musicale remarquable, entièrement autodidacte, que T.S. Eliot résumera d'une formule restée célèbre « Il miglior fabbro », le meilleur artisan. Quel plus beau compliment pour un artiste. À Rapallo, à partir de 1936, Vivaldi remonte des enfers façon Orphée, en fanfare, car avant le rock, il y avait le baroque. Davantage que ces erreurs de transcription, réelles, mais pas nuisibles, on reproche à l'Américain sa fascination pour Mussolini dans les années 30, réelle, donc nuisible. Orwell l'a traîné dans la boue, ses compatriotes l'ont enfermé dans une cage de métal à Pise, puis dans un asile psychiatrique à Washington, un destin de héros tragique. Pound est un maudit, avec une majuscule. À sa libération, il retrouve la patrie du prêtre roux qu'il a contribué à exhumer et dont le nom reste attaché au sien malgré le soufre. Il ne rompra son silence vénitien que pour s'entretenir avec Pier Paolo Pasolini. Une rencontre sortie tout droit du Déjeuner de soleil de Michel Déon. Entre maudits, on se comprend. Car l'art est toujours politique. Ils ont besoin l'un de l'autre. Vivaldi courait après la faveur des grands, le film le montre très bien. Pound faisait la propagande d'un roman national qui n'était même pas le sien. Mais par-delà l'amnésie, les polémiques et la mort, que reste-t-il d'eux, sinon la beauté ? Dans son essai « Ezra Pound et le sacré » paru aux éditions de la Nouvelle Librairie, Adriano Cianca décrit ce qui passionnait Pound. Au fond, c'était moins la lutte d'une civilisation contre une autre, c'était la lutte de toutes les civilisations contre ce qui nie le sacré, la beauté et la loyauté. On peut choisir de hurler avec les loups, ou
On peut se rappeler que Pound est celui qui a refait chanter les oiseaux de Jeannequin. Clément Jeannequin, ce compositeur français du XVe qui restituait dans ses partitions le chant des oiseaux. On peut condamner le fasciste ou saluer l'œuvre d'un archéologue de la musique, celui qui a déterré un dieu l'art et l'a rendu à son temple. Merci Gabriel Fouquet. Alors, je rappelle que les textes et les interventions en vidéo de Laurent Oberton, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Institut Iliade ou sur la chaîne des éditions Magnus qui ont eu la bonne idée de publier Debout et de sang. Laurent Oberton, un petit mot d'actualité. Alors vous avez La Furia, mais est-ce que vous préparez d'autres livres, d'autres romans, d'autres essais ? Oui, c'est pour ça que je suis un petit peu, vous voyez, je passe à côté des actualités essentielles et je suis déjà dans mon hibernation littéraire. Donc pour l'instant, oui, La Furia va revenir cet été. On a le numéro en cours qui marche très bien. Vous allez sur lafuria.fr pour plus d'informations et moi je ne peux pour l'instant que vous renvoyer au couloir du temps, donc Debout et de sang, sur la guerre de 100 ans, en attendant le prochain qui sera prêt pour la rentrée littéraire, comme d'habitude. J'ai mon petit rythme et je m'y tiens. On attend ça avec impatience. Raphaël Emma, vous, quelle est votre actualité militante ? Il nous reste quelques minutes. Alors écoutez, moi je vais vous faire la promotion du forum que l'on organise avec mon mouvement militant identitaire nationaliste Ténésoun en Provence. Donc on organise un forum sur la jeunesse. Le forum de la jeunesse, c'est la 2e édition, donc c'est dans le Vaucluse. C'est un forum qui verra une table ronde justement de jeunesse engagée européenne, puisqu'on aura la chance d'avoir des Italiens, mais aussi des Espagnols du mouvement identitaire Reconquista, dont Nayar, que vous connaissez puisqu'elle est auditrice de la promotion internationale européenne de l'Institut Iliade. C'est une journée qui sera ponctuée de tables rondes, qui montrera un petit peu cette idée de comment on peut s'engager concrètement dans la mouvance identitaire aujourd'hui avec des perspectives associatives, politiques et professionnelles. On va traiter de ça durant toute la journée dans une ambiance de convivialité et de camaraderie. Donc c'est le 6 juin, toute la journée dans le Vaucluse. Il y a plus d'informations sur le site internet de Ténésoun et les pages sur les réseaux sociaux de Ténésoun. Alors, 2 rendez-vous que je souhaitais donner aux auditeurs de Radio Courtoisie. Un nouvel événement régulier, le dernier jeudi du mois, va avoir lieu à Paris pour ceux qui peuvent s'y rendre. Ce sont les soirées de la Nouvelle Droite. Ça a lieu au centre de Paris. Le lieu est donné aux inscrits. Pour vous inscrire, vous vous rendez sur les réseaux sociaux de l'Institut Iliade et vous trouvez le lien d'inscription. Première journée, le jeudi 28 mai, Droits de l'homme, égalitarisme, individualisme, les leçons de Joseph de Maistre. C'est par Marc Froidefond qui a écrit un très bon long mémoire aux éditions de la Nouvelle Librairie dans la collection Iliade. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 présente la nation comme une association juridique d'hommes libres et égaux. Mais une nation peut-elle vraiment n'être réduite qu'à une simple entité juridique? C'est toute la démonstration de Maistre qu'on peut tirer jusqu'en 2026. C'est d'ailleurs ce qu'a fait en toute petite partie Peter Thiel dans la néo-réaction. On voit qu'ils ont lu les réactionnaires français. C'est le jeudi 28 mai 2026 à 19h30. Vous vous inscrivez sur le site de l'Institut Iliade. Et le second événement aura lieu le jeudi 25 juin. C'est au tour de Aristide Lecat. Aristide Lecat est lui aussi auteur dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, puisqu'il a écrit sur Enquête des sources pures du droit au temps de la justice et Connaître la guerre d'Héraclite à Julien Freund. C'est justement le sujet de la guerre qui va être posé le jeudi 25 juin. Pourquoi la guerre ? Sans la guerre, pas d'histoire, pas de civilisation, pas de politique. C'est dire que la guerre est un phénomène incontournable. Vouloir la guerre à tout prix est une folie, mais la refuser ou la condamner par principe est tout aussi inconcevable. La guerre est une activité industriellement humaine qu'il faut comprendre et domestiquer. Pourquoi la guerre ? Parce qu'il en va de notre existence. Donc c'est une forme de réalisme politique qui sera jouée le 25 juin. Donc je vous invite à rejoindre ces 2 premiers événements. Il y en aura d'autres et de nombreux.
Gabriel Fouquet, il nous reste 1 minute pour votre actualité. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'on vous retrouve chaque semaine, le mardi matin. Donc quand Gabriel Fouquet est avec nous le lundi soir, elle se couche tard, elle peaufine pour le mardi matin. À quelle heure vous est la chronique ? 8h15 dans ligne droite. C'est la grasse matinée. Est-ce qu'on peut savoir quel sera le sujet abordé demain ? Demain, on va parler de la Biennale de Venise, qui est un peu ma ville du moment. Nous restons à Venise. Bon, mais voilà, je vous invite à suivre ligne droite, à rester connecté à notre chère Radio Courtoisie, qui se développe, qui fait un travail incroyable, qu'on peut suivre évidemment sur les ondes hertziennes, mais aussi sur Internet. Vous la soutenez, vous pouvez soutenir l'Institut Iliade, vous pouvez rejoindre le Forum de la Jeunesse dans le Vaucluse, acheter le dernier livre de Laurent Oberton. Chers amis, restons ce que nous sommes. Une colonne vertébrale bien droite, c'est le message de Laurent Oberton. Nous vous disons rendez-vous le mois prochain et nous vous saluons bien. Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir dirigé par Romain Petitjean, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 11 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.